Lecture du livre de Robin Philpot, Rwanda, crime, mensonge et étouffement de la vérité. Chapitre 6. Choc et stupéfaire sur Kigali. Entrevue avec le capitaine Amadou Dem. Le sang, tout le monde le verse. Le sang a toujours coulé à flot sur la terre. Les gens qui les répandent comme du champagne montent ensuite au Capitole et sont traités de bienfaiteurs de l'humanité. Le capitaine sénégalais Amadou Dem a passé beaucoup de temps au Rwanda dans divers postes militaires et civils neutres. Pour l'ONU, il a apporté un éclairage qui fait tomber une certaine idée reçue, mais floue, qui veut que l'armée du Front patriotique rwandais aurait été sanctionnée près de la frontière ougandaise avant l'attentat du 6 avril et qu'elle aurait marché sur Kigali pour mettre fin au génocide. Cette idée ridicule est totalement contraire à la réalité et un autre résultat de l'utilisation abusive du mot génocide pour décrire l'ensemble de la stratégie, pour décrire l'ensemble de la tragédie rwandaise. À force de ne parler que du génocide et d'établir des parallèles invraisemblables avec l'Allemagne nazie, nous n'avons pas pris la mesure de ce qui s'est vraiment passé avant le 6 avril pour qu'un tel cataclysme se produise. Nous avons oublié que parmi les crimes internationaux, le plus grave consiste à planifier et à livrer une guerre d'agression. Une guerre d'agression. C'est qu'a fait le Front patriotique rwandais. Le tribunal de Nuremberg, créé en 1945 pour juger les nazis, est catégorique. Le fait de déclencher une guerre d'agression n'est pas seulement un crime international, il est le crime international suprême qui se distingue des autres crimes de guerre seulement en ce sens qu'il renferme tous les mal accumulés de l'ensemble. L'enquête du juge Jean-Louis Bruguière sur l'attentat du 6 avril nous aide à saisir l'ampleur des préparatifs militaires du Front patriotique rwandais. Dès août 1993, après avoir signé les accords de paix d'Arusha, le FPR et son chef militaire Paul Kagame complotaient pour éliminer l'autre signataire de ces accords, le président Habyarimana, et de prendre le pouvoir par les armes. L'ancien lieutenant du FPR, Abdul Rozi Biza, décrit en détail les actions de l'armée du FPR pour reprendre la guerre et s'accaparer le pouvoir. À partir de l'attaque du 8 février 1993, nous étions en mesure de conquérir le territoire national. D'abord, le FPR avait mis au point un entraînement. Deuxièmement, le FPR avait caché des armes. Troisièmement, le FPR a créé un climat de violence à travers le pays. Et quatrièmement, le FPR a, en bout des lignes, tué le président de la République afin de provoquer des tueries. Tout était prêt pour une offensive finale de l'armée du FPR. Cette prise de pouvoir militaire de Kigali ressemble davantage à une opération choc et stupéfaire. À une opération choc et stupeur sur Kigali, à l'image de Choc and Awe sur Bagdad en 2003, une opération de sauvetage de Tutsis menacés du génocide. Voilà ce qui ressort d'une entrevue avec le capitaine Amadou Dem, militaire sénégalais et membre de la section des renseignements
des troupes de l'ONU au Rwanda en 1994. Sous le général Dallaire, tous les officiers militaires et civils ayant travaillé au Rwanda pour les Nations Unies, Amadou Deme figure sûrement parmi ceux qui comptaient figure sûrement parmi ceux qui comptent les états de service les plus longs et les plus variés. Capitaine dans l'armée du Sénégal avec de l'expérience dans les technologies de l'information des armées et avec les parachutistes, Amadou Deme a été affecté dès juillet 1993 au groupe des observateurs militaires neutres. Les GOMN, mis sur pied par l'Organisation de l'Unité africaine, aujourd'hui l'Union africaine, lorsque le Conseil de sécurité de l'ONU a décidé de créer la mission des Nations Unies pour l'assistance au Rwanda, les MINUR, afin d'appliquer les accords de paix d'Arusha de 1993. Amadou Deme est celui qui a briefé Roméo Dallaire, commandant à la partie militaire de la mission. Quand les contingents du GOMN ont formellement intégré la mission de l'ONU en 1993, le général Dallaire a nommé Amadou Deme à la section des renseignements sous l'autorité du capitaine belge Frank Leys. Pendant la période cruciale du drame, Amadou Deme a été les yeux et les oreilles des troupes de l'ONU au Rwanda. Amadou Deme a ensuite été enquêteur basé à Kigali pour le tribunal pénal international pour le Rwanda et coordonnateur chargé de la protection des témoins jusqu'en 1997. À ce titre, il a participé entre autres à l'enquête sur l'attentat du 6 avril 1994 contre l'avion du président rwandais. En 1997 et en 1998, il a travaillé pour les hauts commissariats pour les réfugiés, HCR, notamment à Goma et à Bukavu et à Uvira dans l'est du Congo et à Kinshasa, à Kigali, en Angola et au Congo-Brazzaville. Dès 2000 à 2003, il a travaillé pour le Haut Commissariat aux droits de l'homme, surtout au Congo. Pendant tout ce temps, Amadou Deme a gardé le silence, sauf dans une entrevue avec Radio-Canada dont nous parlerons plus loin. Il rompt maintenant le silence dans l'espoir que la vérité sur les drames rwandais sera connue. Pour bien comprendre ces réponses, il faut se rappeler que la mission de l'ONU avait pour mandat de veiller à l'application des accords de paix signés à Arusha, en Tanzanie, le 4 août 1993. Ce n'est pas une mission humanitaire, mais une mission de maintien de la paix. Les accords de paix prévoyaient le partage du pouvoir entre les différents partis politiques au Rwanda, dont le parti du président Habyarimana, le MRND et le Front patriotique rwandais qui avait envahi le pays le 1er octobre 1990 et qui occupait la partie nord du pays. La signature des accords de paix avait suscité beaucoup d'espoir au sein de la population rwandaise, durement éprouvée par la guerre. Les accords de paix prévoyaient aussi le déplacement d'un bataillon de 60 000, un bataillon de 600 soldats de l'armée du FPR de leur quartier général à Mulindi, dans le nord du pays, vers un endroit au cœur de Kigali, soit l'immeuble du Conseil national de développement, CND. Le Parlement rwandais, selon les accords, les troupes du FPR n'avaient pas le droit de prendre que des armes personnelles légères. Le MINUR a accordé ces déplacements de troupes vers Kigali le 28 décembre 1993. Robin Philpot, quelles étaient vos responsabilités au sein de la MINUR? Amadou Deme, je m'occupais de l'ensemble du travail
des renseignements pour aider les commandements à prendre des décisions. Notre réseau d'information rejoignait tous les niveaux de la société rwandaise en détail, suivi de la situation politique, recherche des renseignements concernant les éléments de déstabilisation, comme manifestations violentes, endroits, moments, analyse des risques pouvant en découler, menaces, activités des milices, leur entraînement programmé et lieu, activités criminelles, analyse de la situation de sécurité pour prendre des mesures de protection adéquates, informations purement tactiques concernant les deux forces belligérantes, leur position, mouvement des troupes, logistique, attitude, articulation, armement, zone minée et capacité, etc. Les différents incidents, surtout dans la zone démilitarisée, incursions, collectée et analyse des informations nous parvenant surtout des secteurs des observateurs. Distribution illégale d'armement, etc. RP, vous avez surveillé les diverses milices dont les Interahamwe. Comment les qualifierez-vous? Amadou Dem. Les milices dont l'origine est généralement mal comprise ont une longue histoire. On pense souvent que les milices ont été créées aux seules fins paramilitaires, formées pour tuer et faire du sabotage. Les organisations de jeunes remontent beaucoup plus loin dans les temps. Généralement, elles avaient été mises sur pied d'abord pour l'organisation et la promotion d'événements sportifs, avant qu'elles ne s'affilient à des partis politiques à partir de 1991. L'appartenance ethnique n'y était pas pour rien. Les Interahamwe comptaient d'ailleurs beaucoup de Tutsis, dont le président Robert Kajuga. Je serai très prudent en abordant la question des milices et leur participation destructive aux événements déclenchés le 6 avril avec l'attentat contre l'avion du président Habyarimana. Fait important, les dirigeants n'avaient pas de contrôle sur eux parce que ces groupes de jeunes n'étaient pas que des milices, mais plutôt un mélange de jeunes de tous les horizons. Ces groupes étaient actifs dans les travaux communautaires et avaient des objectifs sociaux et environnementaux. Bien sûr, avec l'imminence d'une guerre inévitable, les milices avaient clairement un potentiel militaire. Dans d'autres pays, on pourrait les comparer à une garde nationale ou un service civique. Je pense, dans l'histoire humaine, il n'y a pas de pays au monde qui, dans une telle crise, avec une guerre imminente ou un conflit de faible intensité en cours, n'a pas une milice de ce genre. En Europe, en Amérique, même aux États-Unis, même au Canada. RP. Avant l'attentat du 6 avril contre l'avion du président, aviez-vous des indications permettant de croire que l'une des armées préparait une action importante? AD. Après l'installation du bataillon de 60 militaires dans l'immeuble de CND à Kigali, on a commencé à avoir un certain nombre d'incidents. Les FPR ont commencé à ignorer la procédure établie pour les accords sur la consignation des armes à Kigali Weapons Secure Area. Il effectuait des sorties intempestives dans Kigali à bord de camionnettes. Des militaires armés circulaient en ville et provoquaient des incidents. Il y eut aussi l'exfiltration de beaucoup de militaires du FPR de l'immeuble du CND qui s'est dissimulé dans les quartiers de Kigali. Aussi, nos observateurs assignés comme escorte devant se rendre à Mulindi, état-major basé arrière du FPR, n'avaient plus aucun pouvoir de contrôle sur le convoi ni des libertés de mouvement dans leur secteur. Et ils n'avaient même pas le droit de vérifier ce qu'il y avait dans les véhicules. À plusieurs reprises, nous avons reçu des informations selon lesquelles des armées, des munitions et du personnel étaient chargés à bord des camions venant de Mulindi. Malgré tous ces rapports, il y a eu défaillance de la mine noire comme mesure prise en réponse.
Avant le déplacement du bataillon du FPR à Kigali en décembre 1993, des mesures ont été prises pour définir la quantité et les types d'armement qu'ils pouvaient apporter à Kigali. Cet armement devait être strictement organique pour un bataillon d'infanterie, de l'armement individuel, quelques armes collectives type 14,5 mm avec possibilité d'affût anti-aérienne et quelques pièces de mortier de 60 mm et 81 mm. Or, ce bataillon a apporté plus que prévu. Il avait à sa disposition des pièces d'artillerie de type Katyusha, des lanceurs de roquettes multiples RPG-7, des mortiers de gros calibre et d'autres qui sont des armes de saturation de champ de bataille. Elles ne sont pas des armes de tir à vue. Ces armes bouffent les projectiles à une très grande vitesse. En même temps, on peut, en, même, en, même, en effet, peu après la chute de l'avion, les FPA ont commencé à utiliser des lance-roquettes multiples sans interruption. Ils n'ont pas arrêté. Les tireurs avaient des coordonnées exactes de toutes leurs cibles à Kigali. Ce sont ces mêmes armes qui leur ont permis de prendre Kigali et de gagner la guerre. Comment ont-ils pu faire pour avoir toutes ces armes et toutes ces munitions à Kigali? Ces armes étant des grandes consommatrices de munitions, cela prouve qu'un travail draconien préalable avait été effectué pour stocker ces matériels à Kigali avant les événements.